On a vraiment un système où on a un prix qui est complètement incontrôlable, qui ne correspond pas au coût de production et qui ne peut qu'amener des crises. Tout ça pour dire que si demain, il y a une nouvelle crise, une nouvelle flambée des prix du gaz, on est exactement dans la même situation qu'il y a 5 ans, et donc on aura la même flambée des prix et les mêmes problèmes. On a un tarif réglementé qui est basé sur les prix de marché. C'est complètement ridicule, même l'autorité de la concurrence avait dit quand même, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc, si vous voulez, la concurrence, maintenant, c'est plus la concurrence va faire baisser les prix, c'est il faut mettre les prix suffisamment haut pour permettre la concurrence. Et donc, on a sans arrêt des crises, c'est-à-dire que soit il y a un problème pour les producteurs, donc il faut que l'État intervienne, enfin ça crée des difficultés, soit au contraire le prix flambe, parce que notamment le prix du gaz flambe, et dans ce cas-là on se retrouve avec des usagers qui ont des factures absolument invraisemblables, quoi, des multiplications par 4, 5, 10. Oui, on peut dire que la crise de l'électricité, elle est liée à 95% à cette organisation de marché. Tous les intermédiaires financiers et commerciaux s'en sont mis plein les poches, et les producteurs aussi ont vendu très très cher. Tout le monde a dit, voilà, c'est irresponsable de vouloir sortir des marchés. Et en fait, ça veut dire quoi sortir des marchés ? On n'a jamais demandé, évidemment, à se déconnecter de nos voisins. L'interconnexion avec nos voisins, ça date de bien avant le marché, donc c'est absolument stupide. Enfin, je veux dire, soit c'est vraiment de la méconnaissance profonde du fonctionnement du système électrique, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Oh non. Assez... Moi, j'y crois pas. Anne de Bréjas, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Elucide. Alors, vous êtes économiste et ingénieur de recherche à EDF. Vous êtes une experte reconnue du système électrique et du marché de l'électricité. Vous êtes également la porte-parole nationale du syndicat Sud Énergie et vous alertez sur le fonctionnement ubuesque de notre marché de l'énergie en portant une critique extrêmement détaillée, argumentée, pointue, je dirais presque indispensable, sur la libéralisation catastrophique du marché de l'électricité. En 2025, vous avez coordonné l'écriture de l'ouvrage « L'énergie est notre avenir, socialisons-la », paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, l'énergie a une place centrale, évidemment, dans notre société, dans notre vie. Elle est indispensable à la santé du pays et aussi au bien-être des citoyens. On est très contents tous les jours d'en avoir à la maison. Hélas, de plus en plus cher, mais on va en discuter. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de l'importance que l'énergie occupe dans nos sociétés modernes et qu'on a tendance finalement à plus voir, tellement que ça semble naturel d'appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière ou d'aller à la pompe et puis d'avoir de quoi faire rouler sa voiture? Oui, je pense que c'est devenu un bien de première nécessité. Sans énergie, aujourd'hui, nos sociétés modernes s'arrêtent. Effectivement, vous le dites, on peut plus se déplacer, on peut pas s'éclairer, on peut pas se chauffer. L'industrie s'arrête aussi. Et puis, on voit ce qui se passe quand il y a, par hasard, une grande panne. Hein. Ça s'est passé récemment en Espagne et au Portugal. Bon, tout s'arrête, la société s'arrête et il faut attendre la réapparition de la lumière pour que ça se remette en place. On a vu aussi ce qui s'est passé je pense qu'on y reviendra, lors de la grande crise qui a commencé en 2021 où les factures ont flambé et ça a créé des gros dégâts. Alors des gros dégâts sociaux avec une augmentation de la précarité énergétique, mais aussi des gros dégâts économiques avec beaucoup de faillites, des délocalisations, des problèmes dans l'investissement. Donc, je peux citer par exemple Jean Covici qui dit aujourd'hui, on a à notre service, en France, l'équivalent de 150 à 200 esclaves énergétiques. Donc ça a apporté évidemment beaucoup de progrès, ça a permis notamment de réduire le temps de travail, mais en même temps, ça a eu des impacts environnementaux qu'on a mal anticipés, clairement. Maintenant, on se retrouve face à un défi, je pense, qui est peut-être le plus gros défi de l'humanité. On a pollué l'eau, l'air, on a déréglé le climat, on a fait s'effondrer la biodiversité. Et on sait aujourd'hui qu'il faut complètement changer nos modes de production et de consommation si on veut essayer de rester sur une planète habitable. La France a eu une histoire je dirais assez particulière avec l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on a autant misé sur cette source d'énergie en particulier ?
Parce qu'on n'a pas de ressources fossiles, ou très peu de ressources fossiles. Nous, on n'a pas, comme disait la pub à l'époque, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc, aujourd'hui, on est un cas particulier sur l'électricité. Alors, l'électricité, aujourd'hui, ça représente de l'ordre d'un quart de la consommation énergétique totale. Le reste étant essentiellement le pétrole, le gaz, c'est-à-dire des énergies carbonées dont il va falloir se débarrasser. Donc ça veut dire qu'à terme, l'électricité va prendre une part de plus en plus importante. En tout cas, pour la partie électrique, aujourd'hui, le nucléaire a vraiment une part prépondérante en France, de l'ordre de 70% de la production. Bon, donc il y a eu des grands programmes de production nucléaire, mais avant ça, il y a eu des grands programmes de développement du thermique, des industries, des centrales à charbon, puis à gaz, et puis les grands barrages hydroélectriques aussi. Et est-ce que vous pensez qu'il est encore possible, et d'ailleurs souhaitable, de se passer, de se débarrasser de ces énergies fossiles qui sont encore majoritairement déployées dans le monde pour, évidemment, certaines puissances profitent de ces ressources pour maintenir leur hégémonie? Je dirais que c'est même au-delà de ce qui est souhaitable et possible, c'est indispensable. Si bien qu'il y a eu des accords au niveau mondial, on pense à l'accord de Paris en 2015, qui ont dit qu'il faut sortir de ces énergies fossiles. Ça a été décliné à chaque maille, au niveau européen, au niveau français. Nous, on a à l'échelle française une loi qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, qui a comme objectif, d'ici 2050, d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on ne doit plus émettre de gaz à effet de serre, ou disons la toute petite part qu'on émet doit être compensée par ce qu'on appelle des puits carbone, par exemple la forêt qui absorbe le carbone. Donc on est vraiment maintenant convaincu, je dirais, qu'il faut absolument se passer de toutes ces énergies carbonées. Mais vous le dites, c'est très compliqué parce qu'il y en a qui en vivent, effectivement, et puis parce que c'est omniprésent aujourd'hui. C'est encore en France, 60% de l'énergie totale est carbonée, et dans le monde, c'est plutôt 80%. Donc la marche est haute. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des pénuries énergétiques ou une flambée des prix dans ce cas-là ? C'est sûr que c'est compliqué. Donc il y a des scénarios qui sont faits par différents organismes. Ça a été fait d'abord par des associations de type Négawatt, mais maintenant il y a RTE, le gestionnaire de réseau français, qui fait des scénarios jusqu'à 2050. Il a fait ça, les futurs énergétiques 2050, ou l'ADEME, qui montre que c'est possible sans pénurie, mais c'est très compliqué. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de planifier, d'organiser, de piloter, et d'avoir un système très efficace. Et il faut revoir de fond en comble nos modes de production, pas seulement production énergétique, mais plus globalement, il faut consommer moins, utiliser moins de ressources, il faut mettre en place ce qu'on appelle la sobriété, qui était un gros mot il n'y a encore pas si longtemps. Maintenant, on sait qu'il faut donc réduire nos consommations, ça veut dire en ayant des systèmes plus efficaces pour un même service donné, et aussi en changeant nos comportements pour arriver à faire face à la crise environnementale qui, encore une fois, est sans précédent. Et là, vous citez les fameux scénarios de RTE. Oui. Quand on s'intéresse un peu à la chose, on voit souvent ça passer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est RTE, et surtout quels sont ces scénarios, c'est quoi les principaux, et je dirais lesquels vous semblent les plus probables au-delà du souhaitable? Alors, en fait, RTE, c'était anciennement EDF. C'est issu, je pense qu'on y reviendra, au moment où on a ouvert à la concurrence le secteur électrique. Il a fallu séparer les activités qui restaient en monopole, c'est-à-dire la gestion du réseau, des activités de production et de vente d'électricité. Donc, RTE exploite les réseaux haute tension. Donc, les très grandes lignes qu'on voit dans nos paysages. Le pendant, c'est pour les réseaux de distribution, donc les réseaux moyenne et basse tension, c'est Enedis aujourd'hui. Voilà Et donc RTE a la responsabilité de la gestion du réseau, mais aussi de l'équilibre global entre production et consommation. Et donc à ce titre-là, il s'est lancé dans un travail prospectif essentiel, à mon avis, pour essayer d'envisager quel pourra être notre système électrique dans un futur. Alors, il s'est mis à 2050 parce qu'en fait, comme c'est des investissements de très long terme, il faut s'y prendre très à l'avance pour pouvoir anticiper.
Donc, il a produit, c'était en octobre 2021, 6 scénarios qui disaient techniquement possible, même s'il y a quelques paris. 3 avec du nucléaire, une part plus ou moins grande du nucléaire. Le scénario le plus nucléarisé, il y avait 50% de nucléaire, parce que la filière disait que de toute façon, elle ne pourrait pas faire plus. Et puis, il y avait 3 scénarios 100% renouvelables. Et ces 6 scénarios ont été évalués sur des critères multiples. Donc, évidemment, un critère technique, de faisabilité technique, un critère économique, combien coûtaient les différents scénarios, des critères environnementaux, quels sont les impacts, pas seulement d'ailleurs sur les gaz à effet de serre, on pense toujours à ça, mais il y a tout un tas d'autres impacts, notamment d'artificialisation des sols, de pollution des eaux, etc. Enfin, tout un tas de ce qu'on appelle les limites planétaires. Et puis, sous l'angle sociologique, des problèmes d'acceptabilité, qu'est-ce que ça changeait dans notre comportement. Alors, d'un point de vue économique, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les scénarios avec et sans nucléaire étaient assez proches. C'est-à-dire qu'ils voyaient un écart de 15% du coût entre le scénario de référence avec et sans nucléaire à horizon 2050. Donc, c'est relativement faible. Et ce qui ressortait, c'est que le principal, je pense qu'on y reviendra, le principal paramètre, c'était les conditions de financement, ce qu'on appelle le coût du capital. Alors, lequel est le plus plausible ? Ce qui est sûr, c'est que, on avait ces scénarios. Moi, je trouve qu'on aurait dû soumettre ça au débat public, ça n'a pas été fait, la décision est venue d'en haut. Et finalement, on est plutôt parti sur un scénario nucléaire, le programme nucléaire a été relancé. Et si je peux peut-être juste redire un mot, donc RTE se relance dans un exercice de mise à jour de ces scénarios. Alors, les scénarios de 2021, ils disaient une chose aussi importante, c'est dans tous les cas, on n'y arrivera pas si on ne réduit pas la consommation. Mais si on ne réduit pas fortement la consommation d'énergie, mais comme la part d'électricité va augmenter, on voyait une augmentation de la consommation d'électricité. Et dans les scénarios qui vont sortir là, à l'automne prochain, la consommation d'électricité augmente encore plus que ce qui était prévu. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on consomme à peu près 450 TWh d'électricité. Dans les scénarios de 2021, le scénario central, c'était 650 TWh, donc c'est une grosse augmentation. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un scénario central de 850 TWh. Donc, autant dire que c'est vraiment on a des défis énormes et que si on ne fait pas, encore une fois, si on n'a pas un système ultra efficace, si on n'a pas des politiques vraiment volontaristes et si on ne fait pas un effort majeur de réduction de nos consommations, on n'a aucune chance d'y arriver. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors, au centre de vos travaux, de vos réflexions, il y a toute la partie dérégulation de ce fameux marché de l'électricité. Mais est-ce que la nature même de l'énergie, au sens large, est-ce que ça en fait un produit qui est vraiment compatible avec une logique de marché ? À mon avis, pas du tout, justement. C'est bien le centre du problème. D'abord, on l'a dit au début de l'entretien, c'est un bien de première nécessité. On sait bien que le marché n'est quand même pas très adapté à gérer un bien de première nécessité qui exige de garantir à tous l'accès à ce bien dans des conditions d'équité, si ce n'est d'égalité. Quand on a un prix de marché où chacun négocie, on voit bien que l'équité, c'est difficile à obtenir. En plus, il y a des contraintes techniques. Alors, c'est en particulier vrai pour l'électricité. Donc, l'électricité, c'est une onde qui se déplace à la vitesse de la lumière pratiquement sur tout le réseau européen. Quand on se connecte au réseau, on ne peut pas choisir quel producteur va nous alimenter. C'est un bien, c'est la même électricité pour tout le monde. Et en plus, elle a une caractéristique très particulière, c'est qu'il faut qu'à chaque instant, il y ait égalité parfaite entre toute la production qui est injectée sur le réseau et toute la consommation qui est soutirée. S'il y a une petite différence entre la production totale et la consommation totale, ça crée une réaction en chaîne. L'onde électrique se déforme, la fréquence bouge, et les centrales se déconnectent pour se protéger les unes après les autres, et on peut arriver au blackout, c'est-à-dire à la panne généralisée, en quelques dizaines de secondes. Et donc, pour maintenir un équilibre comme ça, on imagine bien que si toutes les centrales sont en compétition les unes par rapport aux autres, ça va être plus difficile que si tout le monde est coordonné et joue la même partition avec un seul chef d'orchestre, quoi. Donc, et en plus de ça, si un producteur fait défaut, c'est pas ses clients
qui vont subir particulièrement le problème, c'est tout le monde. Donc c'est vraiment coopératif par nature. On a besoin de coordonner donc ces centrales dans des conditions assez difficiles en plus, parce que il faut maintenir cet équilibre alors qu'on ne sait pas combien on va consommer demain. Ce qu'on consomme dépend par exemple beaucoup de la température, ce qu'on produit dépend de l'ensoleillement, du vent, d'éventuelles pannes, etc. Donc c'est un programme en fait d'optimisation qui regarde comment équilibrer. Si on commence à mettre plein d'acteurs dedans, c'est plus compliqué, ça fonctionne moins bien, c'est plus coûteux, etc. Et le dernier aspect en plus sur l'énergie globalement, et en particulier sur l'électricité, c'est que c'est très capitalistique. C'est-à-dire que l'essentiel des coûts du système électrique, ce sont des coûts d'investissement sur le très long terme. Et quand je dis sur le très long terme, même une centrale éolienne ou solaire, c'est sur 25, 30, 35 ans. Des centrales nucléaires, maintenant on parle plutôt de 60 ans, et des barrages hydroélectriques, c'est de l'ordre du siècle. Et donc ça veut dire qu'une grande part du coût, ce sont des coûts, des taux d'intérêt, ou la rémunération, ce qu'on appelle le coût du capital, la rémunération des actionnaires. Et c'est à peu près la moitié de la facture aujourd'hui, c'est ça. Et donc, si on veut faire baisser ces coûts, eh bien, il faut une entité la plus stable possible, c'est-à-dire l'État, qui a les meilleures conditions de financement, et avec une visibilité de long terme qui est encore une fois inadaptée au marché. C'est-à-dire que même ceux qui ont défendu le marché, dès le début, on dit il y a quand même un petit problème, c'est que le marché est myope. Donc, c'est absolument inadapté pour plein de raisons. Et puis ça se stocke très mal aussi. Voilà, ça se stocke très mal, donc il faut maintenir un équilibre, alors qu'on a à peu près pas de moyens de le stocker. Enfin, le moyen essentiel de stocker aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les stations de pompage hydraulique. Donc, on a un lac en haut, un lac en bas, et on remonte l'eau quand on n'a pas besoin d'électricité, on la redescend. Et puis, on peut avoir des batteries chimiques, mais enfin, ça reste très limité. Et en plus, on ne peut pas tant que ça adapter la demande, la consommation à l'offre, parce que on se chauffe en hiver, on n'a pas le choix, on s'éclaire quand il fait nuit, et on fait la cuisine à peu près tous aux mêmes heures, et puis l'industrie, elle fonctionne en base. Donc en fait, on a assez peu de moyens d'adaptation. Donc effectivement, la rencontre de l'offre et la demande, il y a toujours des théoriciens qui continuent à dire qu'il faut envoyer un bon signal aux consommateurs pour qu'ils s'adaptent, mais en fait, c'est très limité, quoi. Bon, avant de développer un peu la situation assez catastrophique dans laquelle on est arrivé, on va prendre un peu de recul, historique en particulier. Et si on revient à 1945, on a donc la création d'EDF, issue évidemment du programme du Conseil national de la Résistance. Oui. Est-ce que ça fonctionnait bien, ce système à ses origines, et d'ailleurs après, dans les années 70-80 ? Vous parlez à partir de 46, à partir d'EDF ? Oui, c'est ça, oui. C'était vraiment reconnu comme un succès technico-économique par tout le monde, hein, y compris par ceux qui poussaient à la libéralisation. Ils reconnaissaient que d'un point de vue technico-économique, EDF fonctionnait très bien. On avait une des électricités les moins chères, en tout cas la moins chère d'Europe de l'Ouest. On avait une qualité de service avec très peu de coupures qui était très bonne. EDF était l'entreprise préférée des Français. Alors, je ne veux pas tout repeindre en rose non plus. Il y avait des critiques à apporter, hein, notamment sur le plan de la démocratie. Bon, on pourrait y revenir, mais de toute façon, le marché n'a absolument pas résolu ces critiques-là. Mais en tout cas, sur un plan technico-économique, on ne peut pas dire qu'on a libéralisé parce qu'il y avait un échec et qu'il fallait faire autre chose. C'est vraiment venu d'un dogmatisme européen un peu irrigué par l'ère Thatcher et Reagan, ultralibéral, où il fallait privatiser l'ensemble des services publics, et en particulier l'énergie, l'électricité et le gaz, mais aussi le rail et aussi les télécoms. On avait de l'électricité qui était pas chère, c'est plutôt bien pour le consommateur, mais est-ce que ça rapportait aussi un peu à l'État, ou est-ce que c'était un pôle de perte, est-ce que c'était lucratif quand même ? Non, c'était complètement financé par les tarifs, c'était des tarifs réglementés, c'est-à-dire qu'on avait tous les mêmes tarifs, alors avec des petites variations, on pouvait choisir des options, mais on avait tous la même grille tarifaire. C'était les tarifs bleus pour les particuliers, les tarifs jaunes et verts pour les entreprises, qui permettaient de rembourser les investissements. Et en plus, pendant toute une période, l'État a reçu plutôt des dividendes de la part d'EDF. Mais globalement, c'était des investissements de très long terme qui se sont faits quand même, il faut le rappeler. EDF est né à une époque où il n'y avait pas d'argent dans les caisses. C'était la période de la reconstruction. Il y avait le type de débat qu'on a aujourd'hui sur les caisses sont vides, on ne peut pas investir publiquement. Pourtant, on l'a fait. Et on l'a fait pas du tout à fond perdu, puisque ça a été remboursé par les factures. Donc, en résumé, je dirais pour les idéologues néolibéraux, il y avait un gros problème, donc un service public qui marchait bien. Voilà. Donc, il a fallu faire quelque chose, ça va mieux, ça marche mal maintenant. Ça marche beaucoup mieux, je pense. Ça, c'est plutôt réussi de ce côté-là. Mais je dirais même, quand on pense, même le préambule de la Constitution de 1946, finalement, on disait que ce service public
de nature monopolistique, elle devait appartenir à la collectivité. Donc finalement, est-ce que le fait d'avoir semi-privatisé cet ensemble, c'est pas quelque chose qui était proche de l'illégalité quand même? Si, oui, je pense qu'on peut dire ça. Et même quand on regarde le code de l'énergie, il y a quelque chose qui dit que l'électricité est un service public qui doit être géré dans des conditions d'égalité. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'on s'est un petit peu assis sur les grands principes qui avaient une vraie signification. Effectivement, l'électricité, c'est un monopole naturel. Alors on le reconnaît, tout le monde le reconnaît pour les réseaux, c'est-à-dire heureusement, c'est venu à l'idée de personne en France, de construire 2 fois des réseaux pour voir ensuite lequel était le meilleur. Mais c'est exactement la même chose pour les centrales. Enfin, pensez, une fois que les centrales sont... Au moment où on construit les centrales, on peut éventuellement faire un appel d'offres pour voir quel constructeur est le meilleur. Mais une fois que les centrales sont là, une fois que le parc est construit, penser qu'on va mettre en concurrence une centrale nucléaire par rapport à une autre ou une centrale nucléaire par rapport à une centrale hydroélectrique ou 2 barrages entre eux, mais c'est une vue de l'esprit, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Vraiment, c'est de la complémentarité. Donc on s'est assis sur les principes juridiques, on s'est assis sur les principes techniques ou de bon sens, je dirais. Mais au-delà de l'aspect dogmatique dont vous avez parlé, est-ce qu'il y avait quand même des raisons relativement objectives qui auraient pu expliquer qu'on ait voulu à ce point-là changer le système qui, je sais pas, ça paraît étrange si ça fonctionnait si bien que ça quand même, non? Alors, ce qui a été annoncé, alors c'est venu de l'Europe, c'est venu de directives européennes qui datent de 1996, qui ont posé le fait qu'il devait y avoir de la concurrence dans la production et dans la fourniture d'électricité. L'objectif annoncé, c'était que la concurrence fait baisser les prix. Bon, je pense qu'au vu du retour d'expérience, c'est un peu difficile à défendre. Il y avait aussi une idée de faire un marché intégré, c'est-à-dire en fait d'avoir un prix unique de l'électricité pour en fait effacer l'avantage concurrentiel qu'avaient notamment les industries. Alors c'était pas dit aussi clairement que ça, mais ça revient régulièrement. Les industries françaises avaient un avantage. Les Allemands poussaient à ça quand même, ils le disaient très clairement quand même. Exactement, parce que voilà, ayons tous le même prix, chacun, parce que la politique énergétique dans la construction européenne est toujours à la main des États. Donc ça veut dire que chaque État décide de sa politique énergétique, investit de son côté, et puis à la fin, il faudrait un prix unique. Il y a quelque chose qui ne va pas, même dans l'objectif, mais enfin, voilà, il y avait ça comme derrière. Il y avait aussi dans les objectifs affichés le fait qu'on allait laisser le choix aux clients. Donc le choix de quoi, on ne sait pas, puisque tout le monde a la même électricité, à part peut-être du logo sur sa facture. D'ailleurs, enfin, j'y reviendrai, mais au moment où on a ouvert les marchés en France et en Europe, enfin, pratiquement au même moment, il y a eu une catastrophe en Californie, qui était quand même l'État le plus riche des États-Unis, avec une crise majeure où ils avaient libéralisé très peu de temps avant leur énergie. Donc ils avaient découpé leurs 2 gros producteurs en plein de petits. Et il y avait eu de la manipulation de marché, c'est-à-dire que... Oh, ils sont pas honnêtes, les capitalistes. Non, mais j'aurais pu prévoir ça encore. Ouais, donc il y avait des fausses... ils prétendaient que leur production ne fonctionnait pas, et donc ça a fait grimper les prix, grimper à un tel niveau que l'État a dû intervenir, au point que l'État, donc le plus riche des États-Unis, s'est retrouvé sous tutelle financière. Bon, voilà, donc... On pouvait quand même avoir sous les yeux le fait que ça ne fonctionnait pas, mais non, on a continué, nous, à le faire, au principe que c'est mieux. Européen, là. Voilà, c'est ça. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que donc il y a un film de Gilles Balbastre qui s'appelle EDF, les apprentis sorciers, qui est sorti en 2004, relativement au début de la libéralisation, où il donne la parole aux acteurs californiens, notamment les associations de consommateurs. Et je me souviens, il y a quelqu'un de l'association de consommateurs qui dit « mais on nous dit qu'on nous propose le choix de l'électricité, mais nous, on n'a jamais demandé le choix. Nous, on veut juste, quand on appuie sur l'interrupteur, que ça s'allume. » C'est ça. Donc la Californie avait connu une crise majeure juste avant que nous, en Europe, on se décide à poursuivre le même chemin. Et je trouve que c'est intéressant de réécouter ce que disaient à l'époque les acteurs californiens, que ce soit les associations de consommateurs, les élus ou les régulateurs. Donc par exemple, Doug Heller, qui était représentant d'une association de consommateurs californiens, disait « Ces entreprises énergétiques nous ont mis un pistolet sur la tempe. C'était du chantage. Ils ont dit « Nous éteignons les lumières jusqu'à ce que vous nous payiez ce que nous exigeons. » Nous avons vu des entreprises fermer, des hôpitaux ont dû affronter des augmentations exorbitantes et des écoles ont été obligées de payer des centaines de milliers de dollars supplémentaires par rapport au budget prévisionnel. Parce que ces entreprises énergétiques ont mis la main sur le système, elles ont fait pression jusqu'à l'étranglement. Donc ça rappelle vraiment ce qu'on a connu, nous, en 2021-2024.
Ensuite, un sénateur démocrate, Joseph Dunn, qui dit « J'ai demandé plus tard à un dirigeant d'Enron », donc Enron, c'était une entreprise de trading qui avait contribué à mettre ce système par terre et qui était jusque-là cité comme exemple de grande réussite financière. Donc il lui a demandé « Comment pouvez-vous faire cela à la Californie, à des enseignants, aux hôpitaux, aux citoyens ?» Et il a répondu « Sénateur Dunn, vous devez comprendre quelque chose, la seule obligation légale que nous ayons envers qui que ce soit concerne nos actionnaires. Nous devons leur assurer le meilleur retour possible sur leurs investissements. » Et puis il y avait alors vaguement aussi les histoires d'innovation. On va avoir de l'innovation, sauf que l'innovation, encore une fois, de toute façon, à part l'innovation commerciale, alors maintenant il y a des associations de consommateurs qui disent l'innovation principale, c'est comment démarcher les gens de manière à leur faire signer n'importe quoi. Voilà, donc c'est ça en gros. Comment foutre les clients dehors pour pouvoir revendre plus cher. Voilà, ça on pourrait y revenir aussi, mais c'est exactement ce qui... Voilà, donc une certaine créativité, on va dire, commerciale et spéculative. Ah, spéculative surtout quand même. Ils n'ont pas embauché beaucoup d'ingénieurs, mais plutôt des traders. Ah ouais, oui, les fournisseurs, c'est essentiellement des traders. Moi, je pense qu'on y reviendra aussi. Donc voilà... Et puis ça c'est les objectifs affichés, mais l'objectif réel, c'est que c'est un secteur potentiellement très lucratif, comme tous les services publics, et que donc il y en a qui avaient bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire sur ce secteur. Et donc, quels sont les acteurs, enfin, il y a eu des gros acteurs privés qui ont vraiment fait pression relativement publiquement pour ça Non, ceux qui ont fait pression publiquement, ce sont les représentants. Il y a une association qui s'appelle l'ANOG ou la FIEC des fournisseurs alternatifs. C'est pas des grosses entreprises. Si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'il a fallu mettre en concurrence la production et la fourniture, et donc pas le réseau. Donc la production, en fait, il y a pas eu. Ça a été difficile de mettre en place la concurrence parce que EDF avait l'ensemble des moyens de production. Personne n'avait trop envie de voir rentrer le privé dans le nucléaire. On était en surproduction, donc de toute façon, il n'y avait pas trop de choses à développer. Alors, on a fait rentrer le privé en lui donnant une partie des barrages hydroélectriques. Et ça, l'acteur qu'il y avait derrière, c'était Engie, ancien Gaz de France, ancienne entreprise publique. Et puis, alors, il y a certains acteurs qui sont arrivés sur les centrales à gaz, parce qu'au moment où les prix de marché étaient élevés, ils ont cru que ça allait être rentable. Puis quand les prix de marché se sont effondrés, ils ont appelé à l'aide l'État, évidemment. Et puis, il y a eu des acteurs qui sont rentrés sur les nouvelles énergies, en particulier sur le solaire et l'éolien. Mais c'est assez difficile à voir quels sont les... Alors évidemment, les grands acteurs, c'est Total Energy, Engie et puis EDF. EDF loin devant. Et après, il y a plein de petits acteurs qui sont des entreprises par projet presque, donc on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas assez creusé pour savoir ce qu'il y a derrière. Mais ceux qui faisaient beaucoup de lobbying, donc ça, c'était la production. Et de l'autre côté, il y avait la fourniture. Donc la fourniture qui consiste à vendre de l'électricité aux consommateurs, ce qui est quand même une activité assez particulière. Je pense que ça n'existe nulle part ailleurs, parce que comme l'électricité, il n'y a pas besoin... Donc les fournisseurs ne la produisent pas la plupart du temps. Ils ne la transportent pas, ils ne la stockent pas, puisque ça s'est fait automatiquement par le réseau. Ils ne la choisissent pas non plus, puisque c'est la même pour tout le monde. Donc en fait, ils ont une activité vraiment qui n'a rien à voir avec une activité normale de détaillant, où on met à disposition un choix, et puis on stocke, etc. Donc c'est une activité purement spéculative et commerciale. Et c'est cette activité-là qui s'est vraiment retrouvée en concurrence. On a eu jusqu'à 80 fournisseurs alternatifs, mais qui est une activité qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'on a créé une activité pour faire la concurrence. Et c'est ces représentants des fournisseurs qui ont mené beaucoup de lobbying pour dire qu'il fallait absolument des conditions de concurrence leur permettant d'exister pour le bien du consommateur. Et vous pouvez nous expliquer finalement qui sont ces fournisseurs ? Enfin, il y a différents types. Oui, alors le fournisseur numéro 1, de très très loin, c'est encore EDF, qui détient presque 60% du portefeuille de l'ensemble des clients, encore plus présent sur les petits consommateurs que sur les grands. Le numéro 2, c'est Engie, c'est-à-dire ancien Gaz de France. À l'époque, on était quand même EDF, GDF, donc on voit un peu l'absurdité du truc, mais loin derrière, qui doit avoir à peu près 10% de la fourniture. Ensuite, c'est Total Energy. Et puis ensuite, il y a tout un tas de... Alors, il peut y avoir des
d'autres producteurs dans d'autres pays. Il y a par exemple Eni, qui est un pétrolier italien. Il y a des producteurs Alpic, qui est une entreprise qui fait de l'hydroélectricité en Suisse. Enfin, tout un tas d'autres acteurs étrangers. Et puis des purs traders, on va dire, qui ont vraiment purement une activité de fournisseur, donc d'achat pour revendre de l'électricité. Donc, je sais pas, on peut citer Home Energy, Équateur, Mint, enfin, il y en a tout un tas comme ça. Il y a des entreprises d'ailleurs qui se sont lancées, comme c'était Cdiscount par exemple, qui s'était lancé là-dedans, ou Carrefour, ou Leclerc, qui avait son entreprise de distribution, donc des gens qui n'étaient pas du tout énergéticiens. Et je me souviens, c'est pareil, il y a eu un film, un documentaire, où on interviewe le président d'Équateur, je crois que c'est sur France 2, et on lui dit, mais enfin, vous ne produisez pas d'électricité, c'est bizarre quand même. Il dit, non, nous, on n'est pas plus énergéticiens que Amazon ni libraires. Voilà, on fait du trading. Donc voilà un petit peu ce que le paysage des fournisseurs. Alors peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux ce dont on parle, qui semble un petit peu abscon comme ça, on peut peut-être regarder sur un schéma comment a marché la dérégulation de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Oui, alors déjà ce qu'on appelle le système électrique, disons physiquement, sans regarder tout le côté spéculatif financier. On a donc la production d'un côté, les producteurs, donc les centrales nucléaires, hydrauliques, thermiques, etc., éoliens solaires. On a le réseau qui va acheminer l'électricité jusqu'à l'usager final. Et donc dans le réseau, on sépare la haute tension de la moyenne et basse tension. La haute tension, c'est les réseaux de transport, et la moyenne et basse tension, c'est le réseau de distribution. Et donc ensuite, au bout, évidemment, il y a les usagers qui sont soit les entreprises, ou les collectivités, ou les particuliers. Donc en bleu, c'est l'aspect physique qui n'a pas bougé, mais c'est ajouter une couche financière et commerciale qui n'existait pas avant. Les fournisseurs, donc, dont on a parlé, cette activité qui consiste à acheter l'électricité pour la revendre. Et comme les fournisseurs ne produisent pas pour la plupart l'électricité, il a fallu mettre en place un marché sous forme de bourse pour que les producteurs puissent vendre leur électricité aux fournisseurs. Alors, soit on achète directement en bourse, soit, comme sur la plupart des marchés financiers, on peut aussi faire des contrats de gré à gré entre les grands, en général les grands consommateurs, ou les fournisseurs et les producteurs. Voilà, et peut-être si je peux rajouter, donc on a vraiment créé une activité assez compliquée, financière et commerciale. Alors, on pourra détailler, parce que dans les fournisseurs, il n'y a pas que les fournisseurs. Il y a les fournisseurs, puis il y a les courtiers qui permettent de choisir les fournisseurs, puis il y a les responsables d'équilibre, les agrégateurs, les conseillers en tout genre, etc. Enfin, c'est vraiment tout un écosystème. Et puis, il y a une autorité indépendante qui surveille le fonctionnement du marché, comme elle peut. Mais c'est d'une complexité telle que, en fait, il y a sans arrêt des dérives, et à chaque fois, on essaye de corriger, de mettre des patchs, mais ça ne suffit pas. À chaque fois, il y a de nouvelles dérives. Voilà. Et juste sur ce schéma, on voit les usagers et les gros usagers. En fait, les gros usagers, certains sont directement connectés au réseau de tension. Ils ne passent pas forcément par un fournisseur. Les aciéries, etc. Voilà, par exemple. Ouais. En tout cas, ici, on voit bien les flux d'électricité donc en jaune et les flux d'argent en exactement, bleu. Exactement, oui. Alors maintenant qu'on a compris le principe, voilà ce qui s'est passé avec la situation avant 2000 où il y avait le monopole d'EDF et GDF d'ailleurs, mais bon, laissons le gaz de côté. Et voilà la situation largement simplifiée par la technocratie bruxelloise sur là où on en est. Est-ce que vous pouvez nous commenter notre petit schéma dont on est très fiers parce qu'il a pas mal tourné quand même au fil des années. Oui, c'est vrai. Oui, donc effectivement, avant, il y avait un monopole d'EDF qui se chargeait à la fois de la production, de la gestion, du transport, du réseau et de la commercialisation, encore une fois sous une forme très simple, c'est-à-dire qu'il appliquait des tarifs réglementés égaux pour tous. Alors, je dis EDF avait un monopole, c'était pas exactement ça, c'était un quasi-monopole. Il y avait encore des petites régies locales pour des raisons historiques sur 5% du territoire. Et puis, il y avait des petits moyens de production qui n'étaient pas EDF. Mais globalement, c'était EDF qui gérait l'ensemble, qui faisait les investissements, qui se rémunérait à partir de ces tarifs réglementés qui étaient calculés justement pour pouvoir rembourser l'investissement. Et puis, il remontait des dividendes à l'État, l'État pouvait éventuellement aider, et il y avait des taxes qui remontaient, un fonctionnement très simple, quoi. La libéralisation a amené une complexité invraisemblable,
comme on peut le voir sur le schéma. Mais encore, c'est très simplifié par rapport à la réalité. Ouais, il fallait la 3D après, mais on peut pas, ça ne marche pas sinon. Donc, on voit EDF qui est resté... qui n'a plus le réseau, c'est-à-dire qu'on a encore une fois séparé l'activité en monopole de l'activité en concurrence. Donc le réseau a été confié à des filiales très autonomes d'EDF, RTE pour le transport, Enedis pour le réseau de distribution. Aux côtés d'EDF, ce qu'on ne voit pas là, il y a d'autres acteurs, d'autres producteurs qui ont commencé à apparaître. Donc je parlais de la Compagnie nationale du Rhône qui est filiale à 50% d'Engie, et puis Total Energy par exemple qui a des parts. On les a stockés dans les fournisseurs alternatifs, on a tout groupé, les producteurs et les fournisseurs alternatifs. Oui, alors que c'est quand même deux choses séparées. Voilà, il y a les producteurs qui visent... Enfin, on pourra en reparler, mais en fait, c'est... bien sûr. Il y a un moment où c'est pas possible. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la production, alors on peut dire c'est de la concurrence, en fait, c'est vraiment de la délégation de service public. C'est-à-dire que on s'est quand même vite rendu compte qu'avec un prix de marché absolument imprévisible, c'était pas possible de faire des investissements. Donc, il y a des mécanismes de garantie d'État. L'État garantit les prix. Voilà. Quand même, parce que le marché, là, c'est bien, mais c'est bien, quand même quelqu'un qui paye derrière, et c'est jamais privé. Voilà, et donc, on a des contrats long terme. Les producteurs, les nouveaux producteurs ont pratiquement tous des contrats de long terme avec l'État qui leur garantit un revenu. Donc, c'est une forme de délégation de service public qui est assez proche de ce qu'on connaît, par exemple, sur les autoroutes. Donc voilà. EDF, qui maintenant n'est plus entièrement, n'a plus le monopole de la production. Enfin, EDF a encore à peu près 75% de la production en France. Et puis donc l'apparition de ces fournisseurs alternatifs qui sont, j'ai pas vérifié, qui sont peut-être une quarantaine aujourd'hui, qui à une époque étaient encore plus nombreux. Donc voilà, on les a cités tous, qui donc achètent aux producteurs. Alors ils achètent soit sur le marché, soit... Il y a eu tout un tas de patchs, alors je ne sais pas si on reviendra dessus, mais des mécanismes comme l'AREN, des CFD, enfin tout un tas de systèmes pour essayer de réguler un marché qui ne fonctionnait pas, mais c'est jamais suffisant. Et qui donc, ces fournisseurs, revendent leur électricité aux usagers, puis se font rembourser la part du réseau par RTE, une partie par RTE, une partie par Enedis. Donc il y a des flux absolument dans tous les sens. Et encore une fois, ces fournisseurs, autour d'eux, il y a tout un tas de gens qui en vivent de ce marché. Donc autour de ces fournisseurs, il y a par exemple les courtiers en énergie. Donc il y a eu des documentaires là-dessus. Et puis il y a le médiateur de l'énergie qui a dit que une des plus connues, c'est Selectra, il le taxait de parasitisme, parce qu'il se faisait passer pour un mandataire du médiateur. Il y a des gens qui sont censés essayer de proposer d'équilibrer le portefeuille de clients entre la production et la consommation. Donc c'est des agrégateurs, des responsables d'équilibre. Il y a tout un tas d'appuis juridiques, parce que tout ça est contractualisé maintenant. Donc on imagine bien que c'est toute une activité juridique et commerciale derrière. Bon, il y a tout un tas de conseils aussi, parce que je veux dire, c'est tellement compliqué qu'il faut bien des consultants. C'est à lui ça fait vite beaucoup de monde. Ces trucs-là, dis donc. Je pense qu'on peut dire ça, et on peut comprendre aussi que certains défendent ce système parce qu'ils en vivent. Et effectivement, des actionnaires privés avec les dividendes qui remontent et qui représentent une grande partie aujourd'hui de la facture. Alors, puisqu'on parle des factures, voilà le résultat de tout ça, avec le prix de marché de l'électricité et du gaz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont fixés les prix de l'électricité? Puis je dirais peut-être en gros, et puis au détail pour le consommateur, comment ça marche? Donc le marché de gros, qui est donc le marché sur lequel va se passer les échanges entre les producteurs et les fournisseurs, c'est une bourse, avec un prix qui est fixé sur la base de ce qu'on appelle le coût marginal. Le coût marginal, c'est combien ça coûterait, non pas combien ça coûte en moyenne de produire 1 mégawattheure d'électricité, mais combien ça coûterait d'en produire un supplémentaire. Et donc, combien ça coûterait d'en produire un supplémentaire? Toutes les centrales les moins chères fonctionnent déjà au maximum, et la seule qui pourrait produire 1 mégawattheure supplémentaire, c'est la dernière à appeler, celle qui est la plus chère en fonctionnement sur le réseau. En général, cette centrale, c'est une centrale qui fonctionne à partir de gaz. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, combien ça lui coûte? Essentiellement, le gaz qu'elle va mettre dans sa centrale. Et donc, on se retrouve avec un prix d'électricité, et on le voit très bien sur ce graphique-là, qui est très fortement dépendant du prix du gaz, alors que le gaz ne représente qu'une toute petite part de la production électrique en France. C'est moins de 5% aujourd'hui, la production de gaz. Mais même à l'échelle européenne, en fait, c'est moins de 20%. Donc on se retrouve avec un système comme ça. Alors, je sais que beaucoup de gens disent « mais pourquoi est-ce qu'on a pris un système aussi absurde ?» C'est justement à cause de la contrainte d'équilibre.
C'est-à-dire qu'il faut... Quand on avait un système public unique avec EDF, on lui disait maintenez l'équilibre. Voilà, l'objectif d'EDF, c'était de maintenir l'équilibre entre production et consommation au moindre coût pour la collectivité. Et donc, il avait son programme d'optimisation où il appelait les centrales les moins chères, par ordre, jusqu'à arriver à la demande. Quand on a plusieurs acteurs, qui sont en plus pas des acteurs publics, mais qui cherchent à maximiser ce qui est normal, à maximiser leur rentabilité, il faut les inciter à produire pile la bonne quantité qui correspond à la consommation. Donc comment on fait ça ? Eh bien, on fixe le prix au niveau... Donc on regarde de quelle centrale on a besoin, de la moins chère à la plus chère, et quand on arrive au niveau de la demande, on regarde quel est le coût de production de la centrale la plus chère. Le coût de production, c'est le coût de fonctionnement, c'est pas le coût complet de production. C'est-à-dire qu'on oublie les coûts d'investissement, parce que de toute façon, l'investissement, il est fait, donc qu'on produise ou pas, ça change rien, mais c'est le coût de combien ça coûte de produire par rapport à si on ne produisait pas. Donc si on se fixe à ce niveau-là, le prix, ça veut dire que toutes les centrales qui ont un coût de fonctionnement moins cher, elles ont intérêt à produire, et toutes les centrales qui ont un coût de fonctionnement plus cher, elles n'ont pas intérêt à produire parce qu'elles seraient rémunérées en dessous. Et donc, on arrive à cet équilibre. Donc, c'est pour cette question de contrainte physique d'équilibrage qu'on a un prix qui est calé sur ce coût marginal. Donc, ce coût marginal, encore une fois, c'est le coût de fonctionnement de la centrale la plus chère à un instant donné. Et donc, c'est le gaz. Et en plus, bon, là, j'ai pas dit non plus, mais ça se passe en fait à l'échelle européenne, puisque le réseau, il est maillé à l'échelle européenne. Donc, normalement, il y a un seul prix européen. S'il y avait suffisamment de réseaux, de lignes, si les lignes n'étaient jamais saturées, on aurait un seul prix au niveau européen. Donc voilà, on appelle les centrales. Ce qu'on appelle le merit order, c'est ce principe-là, c'est on appelle les centrales de la moins chère à la plus chère. Donc les moins chères, typiquement, c'est les centrales renouvelables, puisque de l'éolien et du solaire, que ça fonctionne ou pas, c'est la même chose, quoi. C'est le même coût. Ensuite, pour aller vite, c'est les centrales nucléaires qui ont un coût fixe important, mais un coût variable de l'ordre de 10 € du mégawattheure. Et puis ensuite, c'est les centrales thermiques. Je vais essayer de résumer pour voir si j'ai bien compris. Vous allez me dire, avant, quand il n'y avait que EDF, il avait donc des centrales nucléaires et puis peut-être des centrales au gaz. Et puis l'essentiel de l'électricité, c'était fait avec du nucléaire. Et puis certains jours dans l'année, quand il fait très froid, que la consommation augmente, il est obligé de démarrer sa centrale au gaz. Et si le nucléaire, ça coûtait 30, la centrale au gaz, ça coûtait peut-être 100. Et donc quelques jours dans l'année, il avait un petit peu de la production qui lui coûtait 100. Mais au total, lui, il s'en foutait parce que tout était à lui. Et il disait, au total, le prix moyen de l'électricité, ce sera 32 ou 33 €, essentiellement du nucléaire et un petit peu de gaz qui coûte cher. Et donc, comme il y avait un seul opérateur, ça n'influait pas spécialement sur le prix. Mais à partir du moment où c'est dérégulé, qu'il y a des gens qui n'ont que des centrales au gaz, pour qu'ils puissent vivre, il faut leur vendre, il faut bien que le prix de l'électricité soit à 100 €, sinon ils ne pourront pas produire, ils n'auront pas intérêt, il n'y aura plus de centrale au gaz. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça a obligé finalement à faire ça. Et donc, il faut que l'électricité soit vendue plus cher pour que les producteurs les plus chers puissent s'y retrouver. Alors, plus cher, en fait, ça pourrait devenir moins cher aussi. C'est-à-dire que l'électricité doit être donc fixée au coût variable, au coût de fonctionnement, au coût variable le plus cher. Ce que j'appelle coût variable, donc c'est le coût qui dépend de la quantité produite. Mais imaginons un monde où il y a 100% de renouvelables, là, le prix va tomber à 0. Donc, en fait, le problème, c'est que disons que la manière dont étaient appelées les centrales sur merit order, il existait du temps du monopole. En fait, il existe dans n'importe quel système, que ça soit du marché ou pas du marché. Le marché essaye de trouver un système via des prix de marché pour coordonner les centrales des différents acteurs. Ça marche relativement pas mal. Mais la grosse différence avec avant, c'est que ce signal d'optimisation, finalement, ce prix qui permet de déclencher les bonnes centrales, n'était pas utilisé comme prix pour facturer les clients ou pour rémunérer les investissements quand on avait un système public. Ce qui était pris en compte, c'était l'ensemble des coûts, et essentiellement les coûts d'investissement, alors qu'aujourd'hui, on a ce prix de marché qui sert à facturer les gens. Et c'est là dont viennent tous les problèmes. Non seulement il sert à facturer les gens, mais il sert, comme vous le dites, à rémunérer aussi les producteurs. Or, on le voit là-dessus, ce prix, en fait, il bouge tout le temps, quoi. Donc, quand les prix du gaz sont bas, il s'effondre. S'il y a de plus en plus de renouvelables, il va s'effondrer. Quand les prix du gaz flambent, il flambe. Et donc, on a sans arrêt des crises. C'est-à-dire que soit ce prix de marché, il passe en dessous des coûts de production et il ne permet pas de rembourser les investissements. Et on a connu ça à certaines époques, en 2015-2016, par exemple. Et là, il y a un problème pour les producteurs, donc il faut que l'État intervienne, ça crée des difficultés. Soit
Au contraire, le prix flambe, parce que, notamment, le prix du gaz flambe, ça c'est une grande cause de flamber les prix. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des usagers qui ont des factures absolument invraisemblables, quoi. Des multiplications par 4, 5, 10. Donc voilà, en fait, encore une fois, la différence, si vous voulez, le marché arrive plus ou moins à faire ce merit order, c'est-à-dire à coordonner les différents acteurs entre eux. Je dis plus ou moins, parce que ça fait moins bien qu'un système public. Mais par contre, ce qu'il n'arrive pas du tout à faire, c'est à sortir un prix correct qui permette de rémunérer les investissements correctement et de facturer les consommateurs. Oui, parce qu'avant, il y avait un seul producteur. Donc, en gros, le prix d'EDF, c'était son prix de production, avec une petite marge s'il fallait, et puis le prix était bas. Mais maintenant, comme c'est le mix de marché, tout le monde vend plus cher. Donc, vous avez beaucoup plus de profits qui sont générés. Donc, l'électricité est plus chère qu'avant. L'électricité est plus chère qu'avant. Je ne sais pas, c'est possible. Encore une fois, il y a eu des périodes où les prix de marché sont tombés en dessous des coûts de production. Et là, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, les prix de marché, ils sont en dessous des coûts de production. Mais ça ne va pas non plus. Je veux dire, ça crée aussi des problèmes. Donc, on a vraiment un système où on a un prix qui est complètement incontrôlable, qui ne correspond pas au coût de production et qui ne peut qu'amener des crises. Les crises les plus graves étant liées au fait que quand le prix flambe, les usagers se retrouvent avec des factures invraisemblables, mais qui créent aussi des problèmes dans l'autre sens quand les prix de marché s'effondrent. Alors, si je peux peut-être juste rajouter une chose, c'est ce qui a quand même bougé au moment des directives européennes d'ouverture à la concurrence, c'est qu'on a un peu changé de maille, c'est-à-dire qu'on a effectivement intégré le marché européen. C'est-à-dire qu'avant, EDF décidait quelle centrale il allumait par merit order, mais se servait des autres pays. On était déjà connectés aux autres pays de manière importante, on exportait notre nucléaire, mais disons que les autres pays étaient utilisés plus en secours. Donc on ne faisait pas l'optimisation à l'échelle européenne. Avec les directives européennes de 1996, maintenant l'optimisation se fait à l'échelle européenne, c'est-à-dire qu'on regarde à la maille européenne quelles sont les centrales, donc on va choisir les centrales de la moins chère à la plus chère à l'échelle européenne. Mais ça, on aurait pu absolument le faire sans marché, on aurait pu le faire avec un système public. Et puis par ailleurs, il y a la question derrière de la souveraineté, c'est-à-dire qu'on n'a plus la main sur... s'il y a des centrales moins chères dans d'autres pays, elles vont passer avant les centrales françaises. Et c'est quoi les histoires des tarifs réglementés ? Alors, historiquement, on avait tous des tarifs réglementés, on n'avait que ça. C'était donc des tarifs, comme je disais, qui étaient construits de manière à couvrir l'ensemble des coûts d'investissement le mieux possible, et puis qui, en plus, ensuite, on les faisait varier pour avoir incité un peu les gens. Il y avait des heures pleines, heures creuses, par exemple, pour inciter ceux qui pouvaient à consommer plus la nuit ou plus au moment où on avait plus d'électricité. Donc voilà, il y avait cette grille tarifaire. Avec l'ouverture des marchés, donc ça a commencé en 2000 en France, la directive européenne de 96 a été mise dans le droit français à partir de 2000. Ça a été d'abord les très grands clients qui ont eu le choix entre ce tarif réglementé et ce qu'on appelait les offres de marché, donc négocier de gré à gré avec les fournisseurs. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'en 2004, ça a été toutes les entreprises qui ont eu le choix entre ce tarif réglementé et ces prix de marché. Mais ils avaient le choix. Sauf que les fournisseurs se sont aperçus au bout d'un moment qu'ils n'arrivaient pas en fait à capter des clients, que tout le monde préférait rester au tarif réglementé, enfin surtout quand les prix de marché ont commencé à s'envoler. Et donc ils ont fait pression auprès de la Commission européenne en disant nous c'est pas possible, on n'a pas la place quoi. Donc les tarifs réglementés de vente pour les entreprises ont été supprimés par la loi. Pas parce que ça avait été demandé par les consommateurs. Et donc à partir de 2015-2016, les entreprises n'ont plus le choix, elles n'avaient plus que elles n'avaient plus de tarifs réglementés, donc elles sont obligées de négocier leurs contrats. Et c'est pareil pour les collectivités. Et donc ces segments de clients qui n'ont plus accès aux tarifs réglementés de vente, quand il y a eu la grande crise, eux, ils ont vu leurs factures, mais enfin certains ont vu leurs factures multipliées par 10, et beaucoup multipliées par 3 ou 4, et ça dépendait du jour où on devait reconduire le contrat. Si les prix de marché ce jour-là étaient très élevés, c'était une catastrophe. Enfin, ouais, ça a fait vraiment ça a fait des catastrophes, les hôpitaux, enfin tout le monde s'est retrouvé, des collectivités qui avaient un budget intenable. Privées aussi, des grandes résidences. Voilà. Les copropriétés en fait. Les nus propriétés, il y a eu ça, toutes les entreprises aussi. Alors on a entendu parler des boulangers qui faisaient faillite les uns après les autres, mais c'est vrai aussi des grandes entreprises. Enfin, voilà, il n'y a plus de réglementation pour les clients, pour les entreprises et pour les collectivités, sauf pour les plus petites, parce que on leur a retiré le tarif réglementé. Pour les usagers particuliers, pour les ménages, eux, pour l'instant,
il reste un tarif réglementé. Il y a des attaques sans arrêt. Là, l'année dernière, il a fallu que la France défende le fait, auprès de la Commission européenne, de pouvoir maintenir ces tarifs réglementés. Mais c'est en sursis, hein. Normalement, c'est transitoire. Pour le gaz, ça a disparu, par exemple. Mais, comme les fournisseurs donc, disaient « mais nous, on n'arrive pas à proposer un tarif plus bas », on a changé leur mode de calcul et on a changé leur objectif. C'est-à-dire qu'avant, ça reflétait les coûts de production, et maintenant, ça reflète le coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui n'a pas de moyens de production. Comment il s'approvisionne, ce fournisseur ? Il s'approvisionne sur les marchés. Et donc aujourd'hui, on a un tarif réglementé qui est basé sur les prix de marché. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a... c'est écrit dans les textes. C'est complètement ridicule. Même l'autorité de la concurrence avait dit quand même, on n'a jamais vu ça, quoi. Et dans les textes, il y a c'est un principe de contestabilité qu'on trouve écrit, qui est de dire l'objectif des tarifs, c'est d'être suffisamment élevé, je ne sais plus comment c'est dit exactement, pour permettre à un fournisseur sans moyen de production de proposer une offre égale ou moins chère au tarif. Donc, si vous voulez, la concurrence, maintenant, c'est plus la concurrence va faire baisser les prix, c'est il faut mettre les prix suffisamment haut pour permettre la concurrence. Mais ceux qui écrivent la loi directement, comment ça marche en fait ? On se demande, parce que c'est pas les consommateurs à l'évidence. Oui, il faut croire qu'ils ont plus d'influence que les consommateurs. Effectivement, ça c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que les associations de consommateurs, elles disent, mais nous, d'abord, on veut des prix évidemment le plus bas possible, mais aussi on veut des prix stables. Et ça, on ne l'a pas avec les prix de marché. Et une association comme la CLCV, qui est la deuxième association de consommateurs particuliers derrière l'UFC Que Choisir, elle a fait un plaidoyer pour le retour au monopole public de l'électricité, alors qu'elle dit on n'est pas spécialement pro-monopole dans tout un tas de secteurs. Par exemple, ils ont accompagné la libéralisation, enfin, ils ne critiquent pas la libéralisation du secteur des télécoms. Bon, moi, j'ai un autre avis, mais... Et eux, ils ont mis un plaidoyer là-dessus, quoi. Et pourquoi est-ce qu'une planification publique serait plus efficace qu'une planification privée ? Parce que, en fait, la planification, ça doit être sur du très long terme. Encore une fois, quand on investit dans l'énergie, on le fait pour des décennies. Donc, qui a les moyens ? Un acteur privé, il ne voit pas à si long terme, et je pense que c'est reconnu, même par ceux qui prônent le privé. Et puis, il n'y a pas que l'aspect économique qu'il faut prendre en compte. Il y a des aspects sociaux. Il faut être sûr de garantir le droit à l'énergie pour tous, de garantir des conditions d'équité. Il y a les aspects environnementaux qui sont décisifs aujourd'hui. Il faut faire en sorte que cette planification respecte le mieux possible les limites planétaires, donc le partage des ressources, la pollution, etc. Et ça, on ne peut pas demander à un acteur privé de faire ça. L'acteur privé, par construction, mais il le reconnaît lui-même, il a pour objectif de maximiser sa rentabilité et non pas de maximiser l'intérêt général. Donc c'est pour ça que seul l'acteur public, à mon avis, peut faire cette planification. Mais honnêtement, même aujourd'hui, c'est quand même malgré tout une forme de planification publique, en tout cas pour le parc électrique, avec tous les problèmes qu'il y a. Le problème, c'est qu'on fait la planification publique, puis ensuite on donne la propriété au privé. Bon, après, le parc électrique, c'est comme ça, mais il y a tout un pan dont on n'a pas parlé, on ne peut pas parler de tout, mais il y a un manque complet de planification de la transformation des usages. On pourrait par exemple parler des modes de transport. On continue à favoriser l'avion ou la voiture sur le train, alors qu'on sait tous qu'on doit aller vers le train, et ça relève de la politique publique et de la planification. Sur l'isolation des bâtiments, on sait que c'est essentiel d'isoler les bâtiments, de faire de la rénovation thermique. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse ça au marché, donc on manque complètement les cibles depuis des années, parce que on se retrouve avec des gens qui doivent choisir des artisans, qui doivent avancer l'argent, qui doivent avoir recours à des mécanismes financiers extrêmement compliqués, qui doivent faire face aux risques quand il y a des malfaçons. Bref, ça ne fonctionne pas. Le seul endroit où ça fonctionne moins mal, c'est sur le parc de HLM, parce que derrière, il y a un acteur un peu solide. Donc voilà, il y a les usages, on ne fait pas du tout ce qu'il faut. Et par ailleurs, il y a aussi le développement des filières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est des grands échecs aussi du marché, comme on a mis le marché en avant. On est complètement dépendant de l'Asie, notamment de la Chine, pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques. Les batteries, on ne fait pas ce qu'il faut aussi pour développer les filières. Enfin, en fait, toutes les filières du renouvelable, on est en train de se mettre complètement en dépendance d'autres pays, parce qu'il faudrait, là aussi, avoir une vraie politique industrielle, une vraie planification publique et des vraies politiques volontaristes là-dessus. J'aimerais revenir sur une phrase que vous avez dite très rapidement comme ça, mais on va y revenir quand même. Vous avez dit, évidemment, l'électricité, c'est pas le gaz, parce que le gaz, il faut l'acheter ailleurs, on n'en produit pas. L'électricité, on la produit chez nous. Donc normalement, comme c'est produit en plus avec de l'uranium essentiellement, qui ne bouge pas beaucoup, ou avec des panneaux solaires
nucléaire ou de l'électricité ou des barrages, ça ne fluctue pas le coût de production normalement. Hein. Vous avez dit, si on a eu cette crise en 2022 qui a foutu au tapis tant d'entreprises et qui a pénalisé autant de consommateurs et essentiellement la dette publique, c'est parce que c'est un choix politique. Et si on n'avait pas dérégulé le marché, il n'y aurait pas eu ce truc-là. Le prix n'aurait pas bougé. Vous avez dit, c'est parfaitement vrai. Mais ça veut donc dire que cette crise qu'on a vue, ce n'était pas une crise causée par une électricité qui coûtait plus cher. C'est une crise qui est causée par la législation et qui a causé donc des profits phénoménaux. Oui. Donc, dans ce système... Oui, non, mais c'est ça, c'est le gaz, non, parce qu'il faut l'acheter plus cher. Mais si on n'a pas acheté plus cher, donc c'est le fournisseur qui en plus ne produisait pas, il a bien vu quel était son intérêt. C'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure sur le fait que certains fournisseurs, même foutus dehors de leurs clients, parce que ça leur permettait de revendre l'électricité qu'ils avaient achetée pas cher sur le marché. Enfin, on était devenus... À EDF qui était obligé de les récupérer. Oui, c'est-à-dire que EDF leur a vendu l'électricité pas chère, Oui. mais ils ont été obligés, parce qu'ils ont foutu les clients dehors, de leur acheter l'électricité très chère au prix de marché. Ça a coûté des sommes phénoménales. Hein. 37 milliards d'après la Cour des comptes en 2 ans. Trois fois rien. Mais alors, finalement, si les factures sont si élevées, où part l'argent qui s'engraisse sur ça? C'est EDF, c'est les fournisseurs, c'est les intermédiaires, c'est le Luna Park à Parasite dont on a vu tout à l'heure, c'est quoi? Alors, la crise alors, ce qui s'est passé entre 2021, on n'est pas tout à fait sorti encore complètement, mais les prix qui ont flambé, il y en a plusieurs qui se sont enrichis. Alors peut-être, je voudrais juste revenir avant de répondre à cette question sur le fait que les coûts avaient quand même un peu augmenté. Parce que, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand même, malgré tout, on produit une petite part à base de gaz, et donc ça va augmenter les coûts. Enfin, moi, j'avais fait le calcul, en 2021, les coûts avaient augmenté de 4%. On était quand même loin des 45% qu'on devait faire. Et après, ce qui s'est passé, on a quand même un peu joué de malchance, c'est que le parc nucléaire français s'est retrouvé en carafe pour une bonne partie, parce qu'il y a eu un défaut générique, c'est-à-dire qu'on supposait pouvoir être présent dans pas mal de centrales, ce qu'on appelait la corrosion sous contrainte, qui a contraint à arrêter beaucoup de centrales nucléaires au moment où les prix flambaient. Et donc il a fallu racheter l'électricité qui manquait, faire plus d'électricité à base de gaz, importer aussi à base de gaz. Donc les coûts ont augmenté, mais disons qu'au maximum de la crise, la pire année, les coûts, alors moi j'avais fait le calcul et j'avais trouvé 100 € du mégawattheure au maximum l'année la pire, RTE dit 110, voilà, donc on est dans ces eaux-là, alors que les prix les coûts qui ont été répercutés dans les tarifs réglementés, par exemple, ça a atteint 240 € du mégawattheure. Il y en a qui ont payé jusqu'à 1 000 € du mégawattheure. Voilà, donc on n'est pas du tout dans les mêmes normes. Donc disons que la facture aurait augmenté un peu, disons 15% sur un an, ça veut dire qu'en l'étalant sur plusieurs années, ça aurait été minime. Mais il n'y aurait pas eu cette explosion des factures, cette crise qu'on a connue. Donc oui, on peut dire que la crise de l'électricité, elle est liée à 95% à cette organisation de marché. Alors, qui en a profité? Les producteurs, évidemment, puisqu'ils vendaient à un prix de marché qui s'envolait, alors que leurs coûts, qui sont essentiellement des coûts d'investissement, des coûts fixes, ne s'envolaient pas. Je dirais les producteurs, sauf EDF, qui malheureusement a dû racheter l'électricité qui lui manquait à cause de son problème de nucléaire. Et puis tous les spéculateurs, parce que tous les spéculateurs, tous ceux qui jouent, tous les traders sur le marché, donc il y a des traders purs ou les fournisseurs qui ont acheté pour revendre l'électricité, plus évidemment c'est volatile, plus il y a moyen de faire du trading là-dessus. Donc voilà, tous les intermédiaires financiers et commerciaux s'en sont mis plein les poches, et les producteurs aussi ont vendu très très cher. Et tous ces profits ont été taxés, on en a récupéré une partie ou... Alors on a essayé, il y a eu... on peut rêver. Voilà, on peut rêver, exactement. Donc il y a eu c'est toujours qui écrit la loi et ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui n'ont pas écrit, c'est tout. C'est ça, non? Il y a eu une bataille à l'Assemblée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut taxer les super profits. Et qui a gagné, suspense? C'est... Ah ma flûte! Je dirais qu'il est resté quelques profits. Donc, ce que dit la Cour des comptes, encore une fois, c'est que sur les 37 milliards qu'on fuit, il y en a 6 qui ont été récupérés par des taxes diverses et variées, mais il y en a quand même 30. Et moi, je pense que c'est vraiment sous-évalué. En 2 ans, qu'on a surpayés, qui sont partis on parle d'un point de enrichir les PIB quand même, entreprises pour privées. situer ce que ça fait, c'est quand même colossal. Voilà. C'est colossal, mais globalement, mais je pense qu'on y reviendra aussi, encore une fois, on est dans un secteur ultra-capitalistique, c'est-à-dire que
l'essentiel du coût, quand on paye nos factures, à peu près la moitié, c'est du coût du capital, c'est-à-dire c'est des intérêts ou de la rémunération de ceux qui ont apporté le capital. Et donc, si on accepte, par exemple, de payer, de rémunérer à 8% plutôt qu'à 4% l'investissement, parce que c'est des investisseurs privés, on fait exploser les coûts. Et donc, on fait exploser les factures. Bon, on voit qu'une grosse partie de nos problèmes ont quand même été causés par ces décisions assez dogmatiques, voire surréalistes de la Commission européenne et de l'Union européenne. Comment ils ont réagi après la crise de 2021 ? Est-ce que finalement ils ont tiré les leçons ? Est-ce qu'ils voient les choses différemment sur tous ces marchés de l'énergie ? On aimerait bien. Alors il y a eu des déclarations fracassantes, mais d'ailleurs assez tôt. C'est-à-dire dès 2021, en septembre 2021, il y a Bruno Le Maire qui venait à Public Sénat dire « mais qu'est-ce que c'est que ce marché de l'électricité ne fonctionne pas du tout, il est aberrant ». Nous, on a en France une production essentiellement décarbonée, nucléaire et hydraulique, et on se retrouve à payer des factures qui dépendent du prix du gaz. C'est incompréhensible, c'est complètement inefficace, etc. On a eu ensuite des déclarations de Thierry Breton, qui était commissaire européen. On a eu tout un tas de déclarations, et on s'est dit « ah mais enfin, ce qu'on dit depuis 20 ans, maintenant est sous vos yeux, et on va sortir de là ». Donc, en fait, c'est comme France Diplomatie, quoi. Ils condamnent et puis on fait rien. Et puis voilà, et puis rien du tout, voilà. Rien du tout. Donc il y a eu tout un tas de mesures d'urgence qui ont été prises par tous les pays, complètement contradictoires avec les règles de concurrence et nos fossés, d'ailleurs, dont on est très loin dans les faits. Donc il y a eu des mesures de bouclier tarifaire en France, de taxation, de subventions, l'Espagne qui a plafonné son prix du gaz, voilà, tout un tas de mesures assez disparates d'urgence. Et quand même, il a été dit, tout le monde s'est mis d'accord pour dire... Bon, il faut revoir les règles du marché européen, parce que là, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut absolument rapprocher les prix du coût de production, parce que sinon, on ira de crise en crise. Donc, il y a eu une réforme en profondeur, structurelle, des marchés de l'électricité, mais, aux surprises, il n'a même pas été possible de débattre, de mettre sur la table la possibilité que peut-être on pourrait sortir de cette pseudo-concurrence qui en fait n'en est pas une, et peut-être qu'on pourrait revenir à un système réglementé avec des acteurs publics, un investissement public et des factures basées sur les coûts. Non, ça n'a même pas été possible. Donc en fait, il n'a été question que de débattre des nouvelles rustines qu'on mettrait sur ce marché, qui, encore une fois, il y en a plein de rustines partout, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc des grandes discussions, et notamment la France, son grand succès, ça va été de négocier que pour le nucléaire existant, on pourrait faire des contrats avec EDF sur la base du coût de production qui garantirait donc aux consommateurs des prix basés sur le coût. Emmanuel Macron s'était engagé à ça dans son discours de Belfort. Voilà. Finalement, rien. C'est-à-dire que EDF a refusé, c'est quand même assez fort, refusé de vendre son nucléaire sur la base des coûts de production, a préféré continuer à le vendre à prix de marché avec des mécanismes hyper compliqués. Je ne peux même pas rentrer dans le détail, mais enfin, le résultat, c'est qu'on est encore plus exposé qu'avant au prix de marché. Ils ont négocié ça à une époque où le prix de marché était élevé. Maintenant que les prix de marché s'effondrent, ça va encore être un autre problème. Et donc, tout ça pour dire que si demain, il y a une nouvelle crise, une nouvelle flambée des prix du gaz, on est exactement dans la même situation qu'il y a 5 ans, enfin que 2021-2022, et donc on aura la même flambée des prix et les mêmes problèmes. Alors après, ce qui a été dit, c'est c'est complètement irresponsable de vouloir sortir des marchés. Si on sort des marchés, Bruno Le Maire aussi, on sera dans le noir, et on sera gros gens comme devant. Parce qu'évidemment, on ne pourra plus commercer, on ne pourra plus échanger de l'électricité avec nos voisins, et on a été bien content, au moment où nos centrales nucléaires ne fonctionnaient pas, d'avoir l'électricité de nos voisins. Ils ont tous répété ça. Mais EDF aussi, avant, ça marchait très bien. Qu'est-ce qui empêche de commercer ? Après, c'est pas de prix, on peut discuter. Mais quand on regarde le développement des réseaux, l'interconnexion avec nos voisins, ça date de bien avant le marché. Donc c'est absolument stupide. Enfin, je veux dire, soit c'est vraiment de la méconnaissance profonde du fonctionnement du système électrique, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Oh non. Assez. Moi, j'y crois pas. Non, pas ici. Attendez, on n'est pas comme Bruno Le ça Maire, je voudrais pas me concentrer sur lui. Il y a eu Agnès Pannier-Runacher. Enfin, tout le monde a dit, voilà, c'est irresponsable de vouloir sortir des marchés. Et en fait, ça veut dire quoi, sortir des marchés ? On n'a jamais demandé, évidemment, à se déconnecter de nos voisins. D'ailleurs, si on faisait ça, le système électrique européen s'effondrerait. Je veux dire, tout le monde a besoin de ces interconnexions. Elles existaient avant, et on ne demande même pas à changer l'organisation des échanges. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un marché européen qui reste comme tel,
juste pour les échanges, juste pour faire la coordination entre les différents acteurs. Sauf qu'en France, on aurait un seul acteur qui jouerait dans ce marché, c'est un acteur public, avec des coûts donc basés, des tarifs réglementés basés sur les coûts, plus stables, plus pérennes, plus justes aussi. Oui, ça n'influerait que sur le prix de ce qu'on achète à l'étranger, qui est une toute petite partie de ce qu'on achète et donc qui ne se verrait pas trop dans le prix global. Exactement. Et comme en plus on est exportateur structurellement, on ne serait pas exposé. Donc voilà, c'est ça qu'on demande. Et on n'a jamais aucune critique là-dessus. Quand même, on se demande si c'est possible de se débarrasser de cette concurrence qui est quand même absurde, hein, puisque je répète, on a quand même des concurrents qui ne produisent pas. Enfin, c'est une concurrence qui est particulière, en restant dans ce marché européen de l'énergie. On a vu ça aussi, vous en avez parlé, avec la question des barrages hydroélectriques, puisque la Commission européenne est allée jusqu'à ouvrir un contentieux contre la France pour non-respect de la concurrence sur nos barrages quand même historiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui, alors les barrages hydroélectriques, donc c'est à peu prprès 12%, ça dépend des années, hein, mais 12% de la production d'hydroélectricité, c'est la première source d'électricité, d'électricité renouvelable en France pour l'instant. On considère que c'est une place très particulière. Même la Commission européenne considère que c'est une place très particulière. C'est une énergie très flexible, donc ça veut dire que quand on a des variations de consommation, c'est essentiel pour l'équilibre du système électrique d'avoir ces barrages pour pouvoir démarrer vite, etc. Et en plus, l'eau des barrages, c'est 75% des eaux de surface stockées. Ça ne sert pas qu'à l'électricité, ça sert aussi à l'irrigation, à la navigation, à l'eau potable dans certains endroits, au tourisme, etc. Donc, de tout temps, je dirais, ça a été considéré vraiment là comme un bien commun et donc propriété de l'État. Les barrages sont propriété de l'État. Sauf les plus petits, hein, mais les barrages sont propriété de l'État. Et il y a des contrats d'exploitation, des contrats de concession, hein, comme il y a sur les autoroutes. Donc historiquement, après-guerre, le seul qui avait un contrat de concession, c'était EDF, le monopole public d'EDF. Mais avec l'ouverture des marchés, comme il a fallu créer des concurrents coûte que coûte face à EDF, on a donné une partie de ces barrages, l'exploitation de ces barrages, à d'autres compagnies, et en particulier les barrages du Rhône ont été cédés à la Compagnie nationale du Rhône, l'exploitation hydroélectrique de ces barrages. Et juste après est entrée au capital Engie. Voilà. Et puis il y avait la Chem qui était propriété de la SNCF, qui est devenue une filiale d'Engie. Mais donc la Commission européenne a dit oui, mais maintenant on est en univers concurrentiel. Vous avez des entreprises qui sont sous statut privé. Bon, EDF était majoritairement public, mais sous statut privé. Voilà, il faut appliquer le droit de la commande publique qui dit les contrats de concession, à la fin de la concession, il faut remettre en concurrence. Et donc, ils ont ouvert un contentieux là-dessus pour la France, mais aussi pour tout un tas d'États, pour dire vous devez remettre en concurrence vos concessions. Et puis, il y avait un autre contentieux qui concernait la position qu'ils jugeaient trop dominante d'EDF. Donc, il y a eu des attaques, on a commencé à avoir des exploitants potentiels étrangers venir ouvrir des bureaux en France en espérant récupérer l'exploitation. Nous, on a fait un gros travail avec d'autres pour dire c'est quand même vraiment une mauvaise idée de mettre en concurrence cette exploitation. On a besoin d'un seul et on a besoin que ça soit géré de manière publique, que les critères de sécurité, les critères écologiques, doivent passer en premier. Et donc, il faut que ça soit géré par EDF si possible. Si on pouvait aussi récupérer au passage la CNR et la Chem, ça serait bien. Mais il ne faut pas mettre en concurrence. Donc finalement, tous les groupes parlementaires ont fini par être convaincus, tous les groupes politiques. Et donc, voilà, la France a fait le dos rond, en gros, a dit, ok, on a des précontentieux, mais pour l'instant, on ne fait rien, on reste comme ça. Sauf que ce n'était pas non plus très satisfaisant, parce qu'il y avait une sorte d'insécurité juridique qui faisait que les investissements n'étaient pas faits. Donc, nous, on a dit, il y a une solution dans le droit européen. Pour le coup, c'était conforme au droit européen, qui est de dire, dans un système de concession, il y a toujours le choix, soit on met en concurrence, effectivement, par appel d'offres, soit c'est l'autorité organisatrice, donc l'État, qui exploite elle-même les barrages. Ça, c'était possible. Et donc, ça veut dire, concrètement, qu'on crée un monopole public de l'hydroélectricité, hors concurrence, et donc on pouvait, au lieu de continuer à vendre l'hydroélectricité comme aujourd'hui au prix de marché, ce qui est infernal pour financer les investissements, on pouvait mettre en place un tarif réglementé de vente. Et là, c'était permis par la loi européenne. Mais la condition, c'était que, comme dans tout monopole, en fait, il y a un principe de spécialité. C'est-à-dire pour s'assurer que
l'argent du monopole, les revenus du monopole ne servent pas à aller gagner des parts de marché dans d'autres activités concurrentielles, il faut que le monopole soit dédié à cette activité. Ça veut dire que donc, il fallait créer une entreprise genre Hydro de France, par exemple, séparée d'EDF, qui aurait géré les barrages. Donc EDF n'en voulait pas, la CNJ non plus, puisque c'était potentiellement une perte d'activité très lucrative. Parce qu'il faut savoir aussi dans l'hydroélectricité, c'est que c'est une électricité particulièrement pas chère, quoi. Donc très rentable. Pas cher, c'est combien par rapport au prix moyen standard et au prix de marché actuel? Alors, le coût de production moyen en France aujourd'hui, c'est de l'ordre de 80 € du mégawattheure. Les barrages d'EDF, c'est de l'ordre de 50 € du mégawattheure, ce que dit la Cour des comptes. Les barrages de la CNR, les plus rentables, c'est 26 € du mégawattheure. Et ils les vendent 80. Et ils les vendent, alors selon les prix de marché. Donc aujourd'hui, les prix de marché ne sont pas très hauts. Ils sont plutôt en train de redescendre vers 50 € du mégawattheure. Mais à une époque, là, ils étaient à 300 €, 400 €. Donc ça a généré des marges délirantes. La Cour des comptes, par exemple, elle a fait un rapport sur la CNR en 2021 où elle disait la concession du Rhône a été excessivement rentable. Les taux de rentabilité du capital investi entre l'entrée au capital d'Engie en 2003 et 2020 a été en moyenne de 24% par an. 24% de rentabilité du capital par an. Quand il a mis 100, tous les ans, ça récupérait 24%. Vous vous rendez compte un peu. Et là, c'était jusqu'à 2020. Alors, on n'a pas les chiffres depuis 2020, mais par contre, on n'a pas les chiffres de rentabilité, mais par contre, on voit les résultats qui se sont complètement envolés, puisque c'était avant la flambée des prix. Donc, les résultats s'envolent complètement. Les taux de redistribution sous forme de dividendes sont énormes, de l'ordre des 2/3, quoi. Alors la Chem, eux, c'est pareil, ça s'est envolé et ils reversent carrément quasiment 100% à leurs actionnaires, c'est-à-dire Engie, quoi. Oui, ils n'investissent pas en plus, c'est ça. Donc ils n'investissent pas, voilà. Donc on est dans un système mais ultra lucratif. Donc évidemment, ni EDF, qui se comporte aujourd'hui comme un acteur privé, hélas, bien qu'étant public, ni Engie ne voulaient de ça. Donc ils ont proposé autre chose. Ils ont dit, non, en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est que, puisque le régime de concession impose de remettre en concurrence, on va changer de régime, on va passer à un régime qu'on appelle d'autorisation. La principale différence entre le régime d'autorisation et le régime de concession, c'est que le contrôle public est moindre dans le régime d'autorisation. Normalement, on passe la propriété des barrages aux exploitants. Alors là, ils ont fait une espèce d'entourloupe où on n'a pas vraiment passé la propriété des barrages, mais on a passé un droit réel qui est équivalent pour une durée de 70 ans. Donc du coup, et c'est ça qui vient d'être voté à l'Assemblée, là, EDF maintient l'hydraulique dans son périmètre. On ne sait pas exactement où part l'argent. Peut-être que ça part aux investissements dans Hinkley Point en Angleterre, enfin dans le nucléaire en Angleterre ou ailleurs. La CNR et la Chem continuent à vivre tranquillement avec cette entité super lucrative. On a moins de contrôle public. Par exemple, l'État ne peut plus imposer des investissements dans ces barrages. Et on va continuer à vendre à prix de marché l'hydroélectricité. Donc ça veut dire que pendant la crise, l'hydroélectricité, on l'a payé beaucoup trop cher. Et ça veut dire que le coût du capital, donc la capacité d'investir sur le long terme quand on se rémunère à prix de marché, c'est quasi impossible. Donc voilà, on est dans un système comme ça complètement absurde. Et là, on ne peut même pas dire que c'est l'Europe, là. Oui, c'est les gens qui écrivent la loi, donc c'est les gens qui écrivent la loi, les entreprises. Malheureusement, les grands syndicats ont suivi leur direction là-dedans en disant il ne faut surtout pas démanteler EDF, donc restons ensemble et continuons à vendre à prix de marché plutôt que de créer un monopole de l'hydroélectricité. Voilà. Donc voilà, là je pense que c'est un cas vraiment emblématique de... Je pense que tout le monde reconnaît que c'est un bien commun, les barrages hydroélectriques. Il y avait moyen d'en faire un monopole public, de l'adosser à un tarif réglementé, ce qui aurait fait fondre complètement les coûts de production et permis que tout le monde bénéficie de cette hydroélectricité dans les mêmes conditions d'équité. Mais là, on reste dans un univers de marché concurrentiel. Si on traverse le Rhin, puisqu'on est justement sur les fleuves, il y a quelques mois, les Allemands ont décidé finalement d'essayer de venir un peu à la rescousse de leur industrie qui a été très fortement pénalisée par la crise du gaz, puisqu'ils en dépendaient beaucoup. Et ils ont mis en place un prix de l'énergie plus bas, réglementé quelque part pour l'industrie. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? En fait, je pense qu'ils ont raison de leur point de vue. Ce qui est un peu invraisemblable, c'est qu'ils poussent à fond pour cette pseudo-concurrence et en fait, ils ne le respectent pas même parce que ce n'est pas possible à respecter. Mais ça, c'est un grand classique de la Commission européenne. C'est quand même à la fin les Allemands qui gagnent. Est-ce que vous foutez ? Alors, c'est les Allemands. Je ne sais même pas si les Allemands... Alors, peut-être l'industrie allemande va gagner. De l'industrie, pas forcément du consommateur. Je pense que pour les consommateurs, ce n'est pas terrible non plus pour eux. On l'a dit tout à l'heure, mais ça fait des années. L'Allemagne a été en pointe justement dans la dérégulation européenne parce qu'elle disait, attendez, c'est pas normal. Moi, j'ai pas de centrale
nucléaire. Bon, c'est un problème. Ouais. Et je produis mon électricité plus cher que ces satanés français qui ont des centrales nucléaires. Donc nous, on avait quelque part aussi un risque soit de la centrale, soit du traitement des déchets compliqué. Mais enfin, donc du coup, on avait un avantage qui était que ça coûtait moins cher. Mais comme évidemment, on était moins cher que les Allemands, ils disaient, tiens, vous faussez la concurrence. Enfin, comme si eux, c'est pas faussé par leur industrie, par la Ruhr, par le charbon des temps jadis. Ils ont dit, non, ça ne doit plus marcher, il faut qu'on ait le même prix en France et en Allemagne. Donc, autrement dit, que les Français payent plus cher pour que les Allemands payent moins cher. Et on peut se demander pourquoi la France a accepté ça. Alors, Alors ça, en tout cas, c'est la double peine pour les Français, c'est sûr, parce que... Oui. Mais je dirais l'Europe entière est pénalisée par ce marché qu'on a quand même décroché par rapport à d'autres pays. Et en Europe, la France, qui avait un avantage concurrentiel, en plus l'a perdu. Mais ce patch, cette réglementation de l'Allemagne, en fait, si on regarde, encore une fois, il y a des rustines sur ce système partout, à tous les étages. C'est-à-dire qu'il y a des contrats de long terme pour tous les producteurs pour leur garantir un prix, c'est complètement hors marché. Il y avait un plafonnement du nucléaire qui s'appelait l'AREN, c'est hors marché. Les tarifs réglementés qui subsistent malgré tout, c'est contradictoire au marché. Il y a eu tout un tas de mécanismes que je n'ai pas le temps de citer, de mécanismes de capacité, etc., qui sont hors marché parce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, en fait, c'est vrai que l'Europe, là-dessus, a une responsabilité première qui est d'avoir imposé, d'avoir irrigué un peu toute l'économie avec ces règles de concurrence soi-disant libres et non faussées. Mais il y a aussi clairement une responsabilité de la France là-dedans. C'est-à-dire que si aujourd'hui on disait, écoutez, nous, ça ne fonctionne pas, ce système, donc nous, on revient à un système public en France, on ne remet pas du tout en cause le fonctionnement du marché européen. Les pays qui veulent rester en concurrence, ils restent en concurrence, etc. Nous, on fait comme ça, qu'est-ce qui se passerait ? Je veux dire, on nous déconnecterait pas, on nous enverrait pas les chars. Disons que l'Europe, c'est un argument facile aussi pour dire c'est pas nous, c'est l'Europe, quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité de l'Europe. Oui, bien sûr, on entend bien, il y a aussi une responsabilité nationale et une lâcheté française. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça permet de jeter un voile encore plus compliqué sur ce système. Mais il faut que les gens se fassent confiance. Ce système, il est complètement aberrant. S'ils ne comprennent pas, c'est pas qu'on leur a mal expliqué, c'est juste que c'est contraire à l'intérêt général. On ne peut pas à la fois avoir une équité de traitement et une concurrence. Il faut choisir entre les deux. Donc, prétendre qu'on va réglementer le marché pour arriver à remettre les choses en face, non, c'est pas possible. Il y a deux systèmes qui sont incompatibles. Soit un service public avec une équité de traitement, soit une mise en concurrence où certains gagnent et certains perdent. Enfin, ceux qui gagnent, c'est quand même plutôt les entreprises, et ceux qui perdent, c'est plutôt les consommateurs. Les grandes entreprises, ceux qui n'ont pas compris. C'est le marché européen, ceux qui gagnent, c'est les Allemands, c'est les Français, etc., etc. Bon, pour finir, j'aimerais qu'on parle un peu de solutions en détail. Après vous avoir écouté, on comprend que finalement nationaliser l'énergie, c'est pas juste une question idéologique qu'on peut voir sur d'autres secteurs plus compliqués. On voit que c'est plutôt naturel vu, comme on l'a dit, les caractéristiques même de l'énergie en général et de l'électricité en particulier. De quels avantages dispose l'État que les marchés n'ont pas ? L'État, donc encore une fois, une grande partie du coût, c'est lié aux conditions de financement. Donc au coût du capital. Pour faire baisser les conditions de financement, il faut faire baisser les risques. Comment on fait baisser les risques ? Eh bien, on s'assoit sur une structure la plus solide qui soit. La structure la plus solide qui soit, c'est l'État, parce qu'il ne risque pas de faire faillite. Et par ailleurs, c'est une structure qui peut voir sur le très long terme. Donc c'est là-dessus. Et puis, en plus de ça, quand on a un système très régulé avec des tarifs basés sur les coûts, on n'a plus de risque financier. C'est-à-dire qu'on est sûr d'avoir des revenus qui vont rembourser les coûts. Donc c'est pour ça, c'est ce point-là qui fait qu'il faut absolument, quand on a un système très capitalistique avec des investissements de très long terme, il faut un système sans risque, adossé à l'État, et ça s'appelle le monopole public. Alors après, il y a des questions derrière. C'est l'État aujourd'hui se finance sur les marchés, donc mais bon, ça c'est encore un autre problème. Il financera toujours moins cher, quoi qu'il en soit, que le privé. Ça, c'est aussi une caractéristique assez classique. Par ailleurs, on peut aussi... d'abord, je pense qu'il faudrait réouvrir... Je pense que le débat se réouvrira un jour du financement de l'État. Il y a eu des époques où il ne se finançait pas sur les marchés. On sait tous aujourd'hui que... Mais même les sociaux-libéraux, je dirais, disent... Les investissements sur le très long terme, ça ne sera pas fait de toute façon par le privé. Ça ne peut être fait que par le public. Donc il va falloir changer les règles. Vous proposez aussi, comme on l'a dit rapidement dans une question précédente, de démocratiser la question de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut créer du contrôle citoyen là-dedans ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'était pas bien traité à l'époque du monopole. Encore une fois, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut
des organismes, des gouvernances démocratiques, c'est-à-dire avec des représentants, des usagers, des citoyens, des associations, des salariés. Il faut des contre-pouvoirs partout. Et il faut de la transparence avec des organismes de contrôle. Et puis, il faut aussi identifier où sont les décisions, à quelles étapes et à quelle échelle. Parce que, voilà, on a l'impression que souvent, il y a eu une espèce d'opposition factice, hein, des gens par exemple dans la tendance tendance écologiste ou des ONG, qui voyaient le retour au monopole public comme le retour du nucléaire et l'éviction des petites centrales renouvelables. Or, c'est vraiment deux axes de lecture différents. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les grands choix sur la politique énergétique se font au moment où on construit le parc. Une fois que le parc est construit, on ne peut plus tellement faire grand-chose. Donc ça veut dire que ce qu'il faudrait faire, c'est des scénarios pour éclairer les futurs possibles, à l'image de ce qu'a fait RTE. Donc voilà ce que ça fait. Si on fait du 100% renouvelable, ça veut dire que on évite le risque nucléaire, mais on utilise plus de ressources, il faut du stockage, etc. Il faut baisser la consommation. Voilà. Donc des scénarios. Je pense que ces scénarios, ils devraient être mis au débat démocratique avec des conventions citoyennes, avec des techniques de consultation démocratique. Moi, je pense qu'on devrait aller même jusqu'au référendum là-dessus, parce que ça engage aussi les gens, ça les intéresse à la question. Au niveau national, pour les grands scénarios, mais aussi au niveau local, parce que localement, on va décider où est-ce qu'on implante l'éolienne, est-ce qu'on fait plus d'éolien, plus de solaire, etc. Donc, et une fois que ce parc est développé, là, il faut le construire d'abord. Donc le construire, ça passe forcément par une planification. Donc, une fois qu'on a ces scénarios, on a des trajectoires financières. On sait qu'il faut telle part dans l'éolien, telle part dans le solaire, etc. Donc l'État organise la construction, donc soit une construction publique, mais ça peut être aussi de la construction privée via appel d'offres, ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs sur le renouvelable. Mais les constructeurs, donc encore une fois, peuvent être privés, mais ensuite, ils ne doivent pas être propriétaires. C'est ça la grande différence. La propriété doit être publique, ce qui économise donc tous les coûts du capital dont on a parlé. Et l'exploitation, du coup, c'est un opérateur public centralisé. Alors pourquoi centralisé? Parce que comme il faut maintenir cet équilibre, c'est plus facile d'avoir un chef d'orchestre que d'avoir plein de petits chefs d'orchestre. Donc c'est un seul coordinateur. C'est un peu l'équivalent de ce qu'était EDF. Et ensuite, une tarification où là aussi, on peut mettre du contrôle citoyen. C'est-à-dire qu'on peut décider quel va être le type de tarification. Et l'opérateur public ne fait qu'appliquer. Donc ça veut dire par rapport à ce qu'était EDF avant, l'opérateur public n'a pas la main sur la politique énergétique, n'est pas constructeur et n'a pas la main sur la politique tarifaire. Et il doit être contrôlé démocratiquement, donc avec, encore une fois, des contre-pouvoirs, des organismes type Cour des comptes ou Commission de régulation du service public qui vérifient sur la base, par exemple, d'un contrat de service public qu'il a bien atteint ses objectifs, etc. Et dans ces conditions-là, on peut avoir un vrai contrôle citoyen sans pour autant avoir besoin de payer pour avoir le droit de contrôler. Oui, mais si les citoyens, par exemple par référendum, décidaient de sortir du marché européen de l'énergie, est-ce que vous pensez que l'Union européenne elle laisserait faire? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible, ça c'est sûr. Est-ce que l'Union européenne laisserait faire ou même est-ce que la France laisserait faire? C'est moins sûr. Enfin, moi, je suis assez âgée pour me souvenir du traité constitutionnel européen et du référendum qu'il y a eu. Je pense que, bon, là, pour ceux qui l'ont vécu, on se souvient tous comment l'État s'est assis sur la décision démocratique. Mais c'est, encore une fois, c'est une volonté, je dirais plus, de la France aujourd'hui. Si aujourd'hui, on décide de sortir de la concurrence, on peut tout à fait le faire sans rien remettre en cause de l'organisation du système électrique européen, donc sans remettre en cause la construction européenne. Et donc, je ne vois pas ce qui se passerait, quoi. Je pense même que ça ferait plutôt boule de neige, ça. On entraînerait d'autres et ça permettrait peut-être de reconstruire l'Europe sur des bases plus saines que ce que c'est aujourd'hui, avec disons que les principes de concurrence qui passent avant les principes de protection de l'environnement et des citoyens. Depuis quelques années, on vit une révolution informatique avec le développement de l'intelligence artificielle qui a comme corollaire, on n'en parle pas beaucoup, une consommation extrêmement importante d'électricité, à tel point que ça devient vraiment un enjeu de développement stratégique à ce niveau-là. Et certains estiment, comme Naomi Klein, que l'IA, c'est même un bon moyen pour les acteurs des énergies fossiles de freiner
la transition vers un système plus équilibré. Est-ce que ça vous inquiète? La consommation électrique des data centers, oui, c'est sûr que c'est un vrai problème. Enfin, alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de souveraineté numérique qui est assez le pendant du problème de souveraineté énergétique. Il y a un problème de maîtrise de la consommation énergétique de ces data centers. On sait aujourd'hui, je l'ai dit un peu au début, mais dans tous les scénarios, on voit qu'on va être amené à développer énormément les usages électriques. Et donc, on doit passer d'une consommation de 450 TWh aujourd'hui à presque le double. Et donc, on n'y arrivera pas si on ne fait pas tous les efforts pour réduire cette consommation. Et ça veut dire qu'il faut partir des besoins, se demander à chaque fois, à chaque usage, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et là, ce qu'on est en train de faire sur les data centers, c'est de se dire, aujourd'hui, de manière très transitoire, on a une surproduction d'électricité, justement, parce qu'on n'est pas arrivé assez vite à électrifier les usages. Et donc, on nous dit, c'est bon, c'est des opportunités pour les data centers. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On doit se dire, de quoi on a besoin pour le numérique, de quels usages. L'IA, il y a des usages qui sont importants, mais il y a des usages qui sont vraiment superflus. Et voilà, réserver l'énergie aux vrais usages. Et c'est vrai qu'il y a des tendances un petit peu à la Mad Max où chacun va faire son propre data center et va créer sa propre source d'énergie à côté, des SMR, des Small Modular Reactors, ou va prendre, va avoir sa propre source d'énergie. Et je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça. C'est deux visions du monde, de l'énergie. Soit chacun se débrouille avec sa propre source d'énergie, alimente sa propre entreprise, sa propre industrie, son propre data center, et tant pis pour les autres. Soit on fait un système, ce qu'on a essayé de faire au sortir de la guerre, un système mutualisé de solidarité, basé sur un réseau où on partage les coûts et où on priorise les besoins. Pour terminer, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de l'argument qu'avait mis en avant d'ailleurs ici Jean-Baptiste Fressoz. On vous met le lien vers cette vidéo extrêmement intéressante sur le fait que la transition énergétique est quasiment impossible, en tout cas au sens de transition, puisque les effets de rebond ont toujours fait que finalement, il n'y a pas vraiment eu une transition d'un système à un autre, mais surtout une accumulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne consomme pas moins de charbon qu'avant. On a juste du charbon, plus du pétrole, puis après le pétrole, c'est l'électricité, maintenant c'est les renouvelables, et vous le dites plusieurs fois, je ne connaissais pas le chiffre, d'ailleurs, ces projections assez faramineuses de consommation électrique. Dans ce cas-là, quid de l'effet de transition versus substitution? Effectivement, si on regarde dans le rétroviseur, ce que dit Jean-Baptiste Fressoz, c'est vrai, on a toujours été plutôt dans une accumulation. Mais là, on est maintenant face à un mur dans lequel on est en train de se précipiter à grande vitesse. Et donc, il faut complètement changer les choses, changer de paradigme. Je pense que ce n'est même pas une transition, c'est vraiment une révolution, une bifurcation, on peut appeler ça comme on veut. Il faut changer complètement. Et on est quand même en train de le faire, justement, sur l'histoire de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on est dans des perspectives d'une telle croissance de l'électricité? C'est quand même parce que ça va remplacer, là pour le coup, ça va remplacer toute l'énergie fossile qui aujourd'hui représente plus de la moitié de la consommation. Donc on est obligé aujourd'hui de faire du remplacement. Encore une fois, la sobriété, ça a été un combat. C'est notamment Yamina Saeb qui a poussé au GIEC pour que ça soit utilisé comme terme. Avant, c'était un gros mot, ce terme. Maintenant... c'est rigolo, parce que dans les années 70, ça ne l'était pas. Dans les crises pétrolières, c'était vraiment la sobriété. Là, pour le coup, et c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On en parlait beaucoup. Ça a vraiment disparu, cet aspect-là. Ça a disparu. Il faut que ça revienne. Mais il faut que ça revienne de manière plus générale. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la sobriété énergétique, c'est la sobriété dans toutes nos consommations. On voit que toutes les ressources sont tendues aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'énergie. C'est aussi les métaux, c'est aussi l'utilisation des sols. Il faut faire avec moins. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on change complètement de paradigme économique. C'est-à-dire que quand on entend aux infos, toujours, tout est vu à l'aune de la croissance et de l'augmentation du PIB. Au bout d'un moment, il faut quand même dire que c'est plus possible de prendre cet indicateur comme il est. C'est pas ça le problème maintenant. Il faut qu'on arrive à réduire nos consommations, notre empreinte, nos pollutions et notre empreinte de consommation de ressources. Ça veut dire qu'il faut qu'on consomme moins. Ça veut dire qu'il faut qu'on change nos modes de vie, nos modes de production. Oui, ça va induire des frottements, mais si on ne fait pas comme ça va se faire de manière désorganisée et de manière beaucoup plus douloureuse.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Eh ben, c'est cette question du coût des capitales que j'ai relativement développée pendant l'interview, qui est, je pense, une clé de compréhension essentielle des enjeux économiques de la privatisation et de la mise en concurrence du secteur électrique ou d'autres secteurs, hein, et probablement la clé de compréhension politique aussi, parce que c'est vrai que quand on regarde le bilan de l'ouverture à la concurrence, on peut se dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Pour une raison très simple, c'est que cet argent qui correspond à la rémunération du capital, elle va dans la poche de gens qui ont bien compris quel était leur intérêt, et donc ça contribue à la concentration des richesses. Ça, c'est aussi la thèse que développe Lucas Chancel dans son livre sur énergie et inégalité, une histoire politique. Ça illustre aussi ce que disait Bernard Maris, l'économiste de Charlie Hebdo, qui disait une bonne partie des grandes fortunes s'est constituée sur la base de la privatisation des services publics. Et ces grandes fortunes, on sait aussi derrière que ça entraîne une concentration des médias, donc un problème démocratique. Et donc, voilà, ça a tout un tas de répercussions. Donc, vraiment, si j'avais un conseil, essayez de vous renseigner sur l'impact de ce coût du capital.